l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à Africable Télévision. Bienvenue, bonsoir à tous. Voici les titres de ce journal. Ça y est, c'est officiel. Les villes de Kona et de Djabali sont désormais sous le contrôle des forces maliennes et françaises. On fera le point dans un instant avec un habitant de Djabali dans ce journal. La 29e Coupe d'Afrique des Nations s'ouvre demain samedi en Afrique du Sud. 16 pays, 16 équipes africaines y prennent part. Quelles sont leurs chances de remporter le prestigieux trophée? Élément de réponse avec Aminata Mariko, mais aussi avec Yacouba Dansoko qui nous rejoindra pour parler de l'émission Ça se passe en Afrique du Sud, une émission 100% Coupe d'Afrique des Nations 2013. Voilà pour le sommaire, c'est officiel, la ville de Kona totalement reprise par l'armée malienne. L'information a été donnée par les services de communication du ministère malien de la Défense. Autre localité perdue par les djihadistes, c'est Djabali, situé à 400 km au sud-ouest de Bamako. La contre-offensive des troupes maliennes et françaises a mis en déroute les mouvements rebelles. Pour en parler, nous avons en ligne un habitant de Djabali. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, quelle est la situation qui prévoit actuellement à Djabali? La situation est calme et ils ont sillonné la ville de long en large. Il n'y a pas de rebelles dans la rue. Bon, ils sont en train de voir les dégâts qui ont été causés par les bombardements et puis par les rebelles. Donc on peut dire que c'est ça un peu la situation. Ce qui est sûr, on peut ajouter que la ville a été, d'une certaine manière, débarrassée par les rebelles. Où se trouvent présentement les troupes françaises et maliennes? Sont-elles dans Djabali? Bon, vous savez, les militaires dans leur action ont des multiples portes d'entrée. Donc moi, en tout cas, ce qui me concerne, je n'ai pas de visu sur vue des militaires, mais je n'ai pas dit non plus que les militaires ne sont pas présents ou ne sont pas rentrés. Parce qu'en fait, si le plein jour, on pouvait voir un militaire qui vient défendre la ville, et je crois que cette fois-ci, c'est très très difficile. Parce que c'est une guerre sous forme de guérilla. Et en ce moment, les militaires sont obligés de se cacher, de passer par des recoins que nous, on ne peut pas de visu voir. Donc, si la ville est débarrassée par les rebelles, ça veut dire qu'ils sont menacés quelque part. Et donc, on peut affirmer ou confirmer la présence de quelques forces qui ont débarrassé la ville de ces gens-là. Monsieur, merci pour ce témoignage. Merci bien. 8e jour de l'intervention des troupes françaises aux côtés des forces maliennes. Elles peuvent désormais compter sur le soutien des pays africains. Les premiers éléments des forces ouest-africaines sont arrivés à Bamako dès hier, mais c'est véritablement aujourd'hui que commence le balai aérien. Notre reporter Oussouf Diagola a assisté à l'événement. Voici son reportage. Juste une anecdote. C'est l'avion présidentiel de Fort Eyadema himself qui a transporté les troupes togolaises par bataillon de 45 hommes. Avec 500 hommes mis à la disposition des forces de la CEDEAO, on se fait une petite idée du nombre de rotations. Qu'à cela ne tienne, les troupes togolaises avaient déjà commencé depuis mars 2012 une série de formations et d'entraînements avec l'armée française. J'étais en train de préparer effectivement un détachement d'instruction et d'entraînement au profit des forces armées togolaises pour les préparer pour l'opération MISMA qui était en train de se préparer au sein de la CEDEAO. Les événements ont fait qu'on a été obligé de lancer une intervention militaire ici au Mali. Et donc maintenant, je vais être ce que l'on appelle chef d'un détachement de liaison auprès du bataillon togolais qui est déployé, de manière à faciliter le travail de ce bataillon, de manière à ce qu'il puisse s'intégrer dans tout le dispositif avec les Français et avec les autres unités africaines. Entre l'avion présidentiel togolais et le C-130 des forces militaires nigérianes, la différence ne se raconte pas. Le bataillon nigérien continuera à arriver ce soir et encore demain. Le nombre de soldats qui est arrivé aujourd'hui est le même que celui d'hier, c'est-à-dire une cinquantaine. Ce sont des troupes de précurseurs. Le balai militaire battra la cadence jusqu'au 22 janvier prochain avec les dernières troupes annoncées, celles du Burkina Faso.
Depuis l'assaut des forces françaises contre les djihadistes le 10 janvier dernier, la presse dans son ensemble s'active pour donner l'information, mais chacun à sa manière. Quelles sont alors les sources dont disposent les hommes des médias et comment traitent-ils l'information en temps de guerre? Élément de réponse avec ce reportage tourné par Aminata Mariko et Daouda Doumbia dans quelques rédactions de la capitale malienne. Un traitement partial et partisan de l'information, la désinformation et la propagande dans une situation aussi délicate que la guerre contribuerait à empoisonner le climat social et à radicaliser les positions des différentes parties en conflit. Comment gérer une telle situation donc? Le rôle de la presse, et en tout cas le rôle que jouent les Échos en cette période, c'est de donner l'information vraie, c'est de ne pas faire dans la propagande en faveur de l'ennemi, c'est de ne pas démoraliser nos troupes, c'est de ne pas faire en sorte que nous fournissons des informations qui peuvent servir l'ennemi. La particularité cette fois-ci, c'est que nous sommes dans un conflit armé. Et c'est une guerre. Et la guerre sur le terrain a ses règles. Et la guerre menée aussi dans les rédactions a ses règles. L'information doit être traitée avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de froideur. En cette période, le journaliste est tiraillé entre ses exigences professionnelles et celles de son organe, sa sécurité physique et le devoir d'informer. D'énormes difficultés s'imposent donc aux hommes de médias. Au traitement, il y a un certain nombre de précautions qui doivent être prises et que nous essayons de prendre, surtout par rapport aux sujets touchant à la crise, à la guerre. On ne doit pas donner des informations faisant l'apologie, par exemple, de la rébellion, ou bien faisant l'apologie du camp ennemi. Par exemple, si jamais nous sommes informés que le camp adverse a eu des victoires, nous essayons de taire ça, ou bien nous essayons de diluer ça pour ne pas décourager les forces armées, par exemple. Les différents regroupements des éditeurs de presse, à leur tour, sont montés au créneau à travers des communiqués de presse pour le respect de l'éthique et de la déontologie en cette période. Et on va faire bientôt une formation pour amener les journalistes à comprendre tout le sens de leur sortie dans le traitement de l'information maintenant. Et surtout, comprendre qu'avant d'être journaliste, on est avant tout citoyen malien. Et on a aussi le devoir de protéger les populations, d'aider ces pays à se débarrasser de ces terroristes et surtout des gens qui sont avant tout des démocrates. Et aussi les délégations et surtout les promoteurs des journaux, à faire comprendre aujourd'hui l'urgence de mettre, comme on dit, les pédales douces. Sur le terrain, en parcourant les kiosques des journaux et les studios de radio, le message semble être suivi. Moins de gros titres et moins de commentaires incendiaires, mais plus d'analyse lucide des faits. Il n'y a pas beaucoup de changements en ce qui concerne l'atmosphère et l'ambiance à Info Matin parce que nous sommes habitués, nous sommes préparés à ça. Alors, que dire sans exacerber les tensions et que faire sans faillir à son devoir d'informer? Au niveau de la radio Clédou, on a décidé de revoir un peu notre façon de fonctionner au quotidien dans le traitement de l'information. Ici, à la rédaction, nous, on essaie de vraiment traiter l'information, de vérifier la source, c'est très important. On essaie de faire extrêmement attention parce qu'il y a aussi les risques de s'en tenir aux informations internationales. Jusqu'à l'heure actuelle, la presse malienne joue ce rôle parce que nous voyons que les journalistes sont restés responsables. S'il y a un corps de métier actuellement sollicité et qui ne cesse d'aller au charbon avec tous les risques possibles, c'est bien celui des hommes de médias, car en temps de crise, plus qu'en temps de paix, les citoyens sont assoiffés d'informations. Autre titre de l'actualité de ce vendredi, les Maliens se mobilisent pour contribuer à l'effort de guerre ce vendredi. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a remis la somme de 100 millions de francs CFA au président de la République. Cette somme vise à accompagner l'armée malienne dans sa guerre contre les islamistes. Une contribution saluée à sa juste valeur par le président Dioncounda Traoré. Reportage d'Ibrila Maïga Moussabari. 100 millions de francs CFA, c'est le montant que vient d'offrir en main propre le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur au chef de l'État. Cette contribution à titre de citoyen s'inscrit dans le cadre d'une solidarité agissante en vue d'accompagner l'armée dans sa quête de libération du pays. Donc moi, en tant que président des Maliens de l'extérieur, il m'a été chargé donc par la diaspora de venir non seulement dire au président que nous adhérons entièrement à sa déclaration, l'état d'urgence qu'il a décrété,
nous sommes concernés. Selon le donateur, ce geste est une façon pour les Maliens de l'extérieur d'être au front, avant d'affirmer que c'est le sentiment du devoir accompli. Tant que notre pays vit dans cette situation, tant que les amis qui sont venus nous assister ne sont pas retournés sains et saufs, ce que nous souhaitons. Je crois que c'est seulement à ce moment-là qu'on va dire qu'on est satisfait. Avec l'engouement qu'on voit, l'engagement du peuple malien tout entier réuni, à l'intérieur comme nous à l'extérieur, vraiment, on a droit d'espérer. Ce geste de la diaspora malienne, qui n'est que le début d'une série, a été salué à sa juste valeur par le président Traoré, qui a également laissé entendre que nous ne ferons pas la guerre pour la guerre, mais ceux qui nous apportent la guerre, nous la ferons de façon implacable, tout en réitérant sa confiance au peuple malien. Le groupe Sonef Transport dément la rumeur selon laquelle un bus de la compagnie aurait servi comme moyen d'assaut pour les islamistes à Konan jeudi dernier. Ce matin, au cours d'une conférence de presse tenue au siège de la société, son directeur général Khalifa Ould a déclaré que le seul tort que l'on pourrait porter à l'équipe qui était à bord, c'est d'être au mauvais endroit et au mauvais moment. Mais d'après nos sources, les locaux de la compagnie auraient subi des casses et des pillages la semaine dernière. Écoutons le directeur général de la SONEF au micro de Nadia Apeadji et Seydou Niari. L'origine de tout cela, ce n'est qu'une rumeur selon laquelle un bus de la SONEF aurait servi comme moyen d'assaut pour les islamistes à Konna le jeudi 10 janvier dernier. Une information fausse que nous, responsables de cette société, demandons formellement. Cette information a été également démentie par la cinquantaine de passagers à bord de ce bus ce jour-là. Le chauffeur de ce bus immatriculé R1454 et les passagers à bord ont été sauvés bien sûr grâce à la diligence de notre armée et sont tous prêts à témoigner de ces faits. Ainsi, la seule accusation qu'on peut adresser à cette équipe qui était à bord et à la société Sonef Transport, c'est peut-être d'avoir été au mauvais endroit et bien sûr au mauvais moment. L'opération algérienne contre les islamistes se poursuit à Inamnas. Les terroristes seraient toujours retranchés avec des otages. Ils voudraient négocier d'après l'agence d'information mauritanienne. Les ravisseurs proposent l'échange d'otages contre des détenus retenus aux États-Unis et réclament l'arrêt de l'intervention militaire française au Mali. Selon des autorités algériennes, ce sont 639 otages qui auraient été libérés, parmi lesquels 66 étrangers. Et grâce au témoignage de ces otages libérés, on en sait un peu plus sur cet assaut donné hier par l'armée algérienne. Évacués du site, ces employés algériens sont maintenant sains et saufs. Ils étaient retenus sur une partie de la base dès l'assaut lancé et ils ont réussi à fausser compagnie à leurs ravisseurs. On était 260, tous réunis dans une salle. Quand on a entendu le début des bombardements, on a forcé l'issue de secours et on s'est enfui. On est sorti en secouant un drapeau blanc pour que les militaires nous reconnaissent. Les terroristes ne savaient pas qu'il y avait une issue de secours. L'armée nous a vus et nous a accueillis. Ils nous ont transportés jusqu'ici en autocar. Selon l'agence de presse algérienne, près de 650 employés du site seraient libres, parmi lesquels une centaine d'étrangers. Merci à l'armée algérienne et au personnel hospitalier. Tout le monde prend soin de nous et nous avons la chance d'être toujours vivants. Ces employés britanniques sont en route pour chez eux, ils sont à l'abri, mais pas complètement rassurés. Je me sens en sécurité pour le moment, mais je ne me sentirai bien que lorsque je serai de retour au Royaume-Uni. Très soulagé d'être dehors. Évidemment, nous ne savons pas ce qui se passe sur le site, alors aussi contents que nous sommes, nos pensées vont à nos collègues qui sont toujours là-bas. À l'heure qu'il est, l'assaut se poursuit et une quarantaine d'otages seraient toujours aux mains des ravisseurs. Je vous propose à présent de suivre le reste de l'actualité en Afrique et dans le monde, au menu, le Kenya, la Somalie, les États-Unis, où le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud a été accueilli à la Maison-Blanche. C'est une sélection de Mahmoud Kabadiakiti. Le président des États-Unis, Barack Obama, a rencontré jeudi son homologue somalien Hassan Sheikh Mohamud, a annoncé la Maison-Blanche peu après que Washington ait annoncé reconnaître le gouvernement de Mogadiscio, une première depuis plus de 20 ans.
Le président américain a exprimé son optimisme pour l'avenir de la Somalie en exhortant son hôte à saisir cette opportunité unique de tourner la page des 2 décennies de conflit. En République centrafricaine, le nouveau Premier ministre dit s'est donné du temps pour former le nouveau gouvernement. Nommé jeudi 17 janvier après plusieurs jours de tergiversation au poste de Premier ministre d'un gouvernement d'union nationale, l'opposant et avocat centrafricain Tiangai Nicolas a déclaré que les consultations allaient commencer bientôt et qu'il faudrait prendre le temps de former un nouveau gouvernement capable de conduire cette période difficile que le pays traverse. Pour ses priorités, le nouveau chef du gouvernement, qui devrait être doté des pleins pouvoirs, mentionne que la sécurité du pays est une tâche à laquelle il faudrait convier tout le monde. Elle n'est pas réservée au Premier ministre et au gouvernement, c'est une tâche nationale, a-t-il déclaré. Le demi-frère kenyan du président américain Barack Obama se lance en politique. Il s'est en début de semaine déclaré candidat aux élections générales kenyanes du 4 mars prochain. Malik Obama brigue le poste de gouverneur du comité de sa région de Siaya. Malik Obama fait de son patronyme l'un de ses arguments de campagne. Quand je regarde le succès que mon frère a eu en Amérique, je pense que je laisserais tomber mon pays si je ne suivais pas ses traces en devenant un dirigeant dévoué, honnête et appliqué, a-t-il déclaré. Le cycliste Lance Armstrong avoue s'être dopé durant sa carrière. Armstrong est passé aux aveux à la télévision américaine dans l'émission de télévision de la très médiatique Oprah Winfrey, dont une partie était diffusée cette nuit vendredi 18 janvier. Il a reconnu publiquement ce qu'il avait démenti depuis des années, avoir pris des produits dopants durant sa carrière. Selon lui, il n'est pas possible de gagner 7 Tours de France sans avoir recours au dopage. Le sportif demande pardon à ceux qui l'ont soutenu et qui ont cru en lui pendant toutes ces années. Je vous l'annonçais dans les titres, la 29e Coupe d'Afrique des Nations s'ouvre donc demain samedi en Afrique du Sud, où 16 pays africains partent à la conquête du trophée détenu par les Chipolopolo de la Zambie. À 24 heures de cette grande messe du football africain, une question se pose: quelles sont les chances de ces équipes? Élément de réponse, Aminata Mariko. Cette compétition d'envergure verra la participation des chevronnés de la CAN et des novices comme le Cap-Vert qui signe sa première participation, les Minas du Niger au relais d'une brillante qualification pour la 2e fois. À domicile, au sein d'un groupe abordable, l'Afrique du Sud, amenée par la révélation 2010 Sifiwi Shabalala, est attendue au tournoi face aux requins bleus du Cap-Vert. Ces derniers, présentés comme les petits poussets de la compétition, n'ont pas froid aux yeux. Après une qualification héroïque face au Cameroun de Samuel Eto'o, les Cap-Verdiens disputeront le premier match de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations dans l'immense Soccer City de Johannesburg. Quant au Lion de l'Atlas, 2012 est assurément une année à oublier pour les Marocains sous la houlette du charismatique Éric Géré. Avec un collectif bien huilé et une régularité à toute épreuve, l'objectif avoué de l'Angola pourra compter sur son goléador Manoucho Goncalves. Outre la Zambie champion en titre, les éléphants de la Côte d'Ivoire partent favoris à ce tournoi. Didier Drogba et ses camarades qui ont déjà mis le cap sur Rustenburg, à quelques 180 km de Johannesburg, entameront la conquête du cercle continental face aux éperviers du Togo. Le sélectionneur franco-tunisien des éléphants a tout son monde en bonne santé et poursuit sa préparation en attendant d'entrer en lice le mardi prochain. La Côte d'Ivoire, qui disputera sa 20e CAN, est logée dans le groupe D aux côtés de la Tunisie, de l'Algérie et du Togo. En attendant l'entrée en compétition des pachydermes, les Bafana absents au dernier tournoi ouvrent le bal demain samedi à Soccer City face aux requins bleus du Cap-Vert. Quant à la RDC, les étalons du Burkina ainsi que les aigles maliens tenteront d'exploiter au maximum chacun sa chance pour faire honneur à leur statut. Les Lions indomptables du Cameroun, les Lions de la Teranga du Sénégal ainsi que l'Égypte, première nation africaine comptabilisant le plus de victoires lors de la CAN, 7 victoires au total, seront les grands absents cette année. Voilà, Yacouba Dansoko, bonsoir, vous nous avez rejoints. Bonsoir Kolsia. Voilà, la 29e Coupe d'Afrique des Nations s'ouvre donc demain en Afrique du Sud, en même temps que l'émission Ça se passe en Afrique du Sud, que vous allez d'ailleurs l'animer. Que peut-on retenir? Qu'est-ce qui sera au menu de cette émission? Il faut tout d'abord dire que l'émission démarre ce vendredi à partir de 21h30 temps universel. Et c'est une émission qui est consacrée exclusivement
à la 29e Coupe d'Afrique des Nations de football. Ça se passe en Afrique du Sud. C'est le nom de l'émission. Et il y a eu, ça se passe au Ghana en 2008, ça se passe en Angola en 2010, le village CAN en 2012. Et cette année, nous allons vous faire vivre les meilleurs moments de cette CAN sud-africaine. Quelle est la surprise que vous réserviez aux millions de téléspectateurs qui suivent Africable Télévision? Une surprise ne se dévoile pas, Colcia. Nous invitons les téléspectateurs quand même de suivre nos différentes émissions. Ça se passe en Afrique du Sud. C'est tous les jours et pendant toute la compétition. À partir de 21h30, vous ne serez pas dessus. Nous allons revenir sur les temps forts des matchs du jour, faire également un avant-papier sur les matchs qui vont avoir lieu le lendemain. Et il y aura également des mini-plateaux tout au long de l'émission. Il y aura également des interviews, des exclusivités à découvrir donc dans cette émission. Je ne vais pas aller trop en profondeur. C'est une émission qui va se passer ici même en Afrique. Et j'invite les téléspectateurs de la première chaîne panafricaine de rester devant leur poste téléviseur. Ils ne seront pas dessus. Ils auront toutes les informations sur cette 29e Coupe d'Afrique des Nations de football. Voilà, merci Yacouba d'être venu sur ce plateau. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. J'espère que le message est compris et passé. Vous serez nombreux tout au long de cette 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ça se passe en Afrique du Sud et surtout sur Africable Télévision. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.